Et si offrir un dîner à deux inconnus pouvait soudainement faire de vous un millionnaire? Voici Darius Jiménez. Il a 17 ans et nettoie la vaisselle pour à peine 8 $ de l'heure. Mais ce soir, il s'apprête à prendre une décision qui va transformer complètement son avenir. À la table 6, un couple âgé, blanc, fouille ses poches vides, l'air inquiet et gêné. Pourtant, en réalité, ils valent plus que ce que la plupart des gens pourraient rêver en plusieurs vies. Et ils sont venus ici volontairement. Darius s'approche d'eux avec son propre dîner, celui qu'il a pu s'offrir après 3 jours entiers de travail, sans savoir qu'il s'apprête à relever un défi caché. Les yeux perçants du vieil homme ne sont pas seulement reconnaissants, ils l'observent attentivement, évaluant chacun de ses gestes. Dans la vieille chemise en cuir de la femme se trouvent des documents qui porteront bientôt le nom de Darius. Mais ce n'est pas ça qui rend cette histoire si puissante. Ce qui la rend vraiment exceptionnelle, c'est que Darius n'en sait rien. Tout ce qu'il voit, ce sont 2 personnes dans le besoin. Et c'est exactement ce qu'ils espèrent. Un seul geste généreux, 2 inconnus secrètement riches et une récompense si énorme qu'on a du mal à l'imaginer. Mais avant d'en arriver là, faisons un retour en arrière. Pour comprendre à quel point ce qui va arriver est bouleversant, il faut d'abord découvrir le monde de Darius. Chaque matin à 5h30, il se réveille sans réveil. L'horloge à côté de son lit est cassée depuis longtemps. Maintenant, son corps sait simplement quand il doit se lever. Il sort du même petit lit une place où il dort depuis l'âge de 8 ans. C'est celui que sa mère lui avait acheté avant l'accident qui a tout changé. Le plancher grince sous ses pieds alors qu'il passe discrètement devant la chambre de sa grand-mère. Madame Rosa est déjà réveillée. Elle l'est toujours à cette heure-là. Mais elle fait semblant de dormir pour ne pas l'inquiéter. Derrière les murs fins, il entend sa respiration difficile, comme si elle luttait même en se reposant. Leur maison sur Elm Street a sa propre voix. La peinture jaune vive d'autrefois a viré au ton terne du vieux papier. Les marches du perron sont creusées au milieu par les années. Les fenêtres sont fermées avec du ruban adhésif, car ils n'ont pas les moyens de les remplacer. Pourtant, Madame Rosa veille à ce que tout soit propre, impeccable même. Elle répète toujours à Darius que le fait d'avoir peu ne signifie pas qu'on doit cesser d'avoir de la fierté pour ce qu'on a. Darius enfile le même jean que la veille. Il vérifie sa poche, 3,47 $ en monnaie. Juste assez pour le trajet en bus jusqu'au travail, mais pas pour le retour. Ça lui va, il rentrera à pied plus tard. 3 kilomètres, ce n'est rien pour lui. Il a déjà marché plus loin pour moins que ça. Son chemin vers le dîner de Murphy traverse des quartiers qui racontent leurs propres histoires silencieuses. Il passe devant des maisons bien entretenues, des pelouses vertes et des voitures propres garées devant. Puis il longe l'immeuble de son ami Lorenzo, où les trottoirs fissurés et les rêves brisés remplissent la cour. Enfin, il passe devant le centre commercial abandonné, où les ados traînent, fumant et parlant de rêves qui ne se réaliseront probablement jamais. Le dîner de Murphy est là, tranquille, à l'angle de la 5e et de Main, ses lumières brillantes tranchant l'obscurité du matin comme un phare. À l'intérieur, Big Mike est déjà à l'œuvre, préparant tout pour le rush du petit déjeuner. Quand Darius entre, Mike lui fait un petit signe de tête. Pas froid, juste concentré. Ils ne se parlent pas beaucoup, mais il y a du respect entre eux. Mike sait que Darius arrive toujours à l'heure, travaille sérieusement et ne se plaint jamais. Même les hommes 2 fois plus âgés n'égalent pas sa détermination. À l'arrière, Darius entre directement dans son rythme habituel. Il attrape une pile d'assiettes, les plonge dans l'eau savonneuse brûlante, frotte, rince, essuie et recommence. Ses doigts sont devenus durs, renforcés par des mois de travail quotidien. Parfois, il regarde ses mains et se demande à quoi ressemblent celles des étudiants à la fac. Peut-être qu'elles sont plus douces, habituées à tourner les pages de manuel, pas à laver des assiettes grasses. L'évier où il travaille donne sur une petite fenêtre carrée qui lui permet de voir le parking dehors. Pendant qu'il suit sa routine, il observe le monde extérieur qui s'anime.
Des familles qui chargent les enfants dans les voitures, des ouvriers en gilet fluo prenant un petit-déj rapide avant de rejoindre leur chantier, des cadres en costume propre parlant fort au téléphone. Tous partent vers des vies qui lui semblent lointaines, presque inaccessibles. À 7h15, Darius pointe sa sortie. Mais son travail le plus difficile commence à peine, l'école. Le lycée Roosevelt se trouve à l'est de la ville, un vieux bâtiment en briques aussi fatigué que certains de ses élèves. Les murs sont abîmés, la peinture s'écaille, les ordinateurs datent d'un autre siècle et beaucoup de casiers ne s'ouvrent plus. Et pourtant, entre ces murs usés, quelque chose change pour Darius. Ici, il n'est plus le plongeur. Il est l'élève que tout le monde veut avoir dans son groupe de révision, celui qui réussit brillamment et passe ses pauses déjeuner à aider les autres. Madame Bernardi, sa prof d'anglais, a été la première à vraiment le remarquer. Un jour, elle lui dit « Darius, tu as quelque chose de spécial, tu le sais? Tu as déjà pensé à aller à l'université ?» Université. Rien que de dire le mot lui paraît étrange. Les garçons comme Darius ne pensent pas à la fac. Ils finissent le lycée avec un peu de chance et trouvent un boulot, n'importe lequel, s'ils sont chanceux. Mais Madame Bernardi voit plus loin. Elle commence à lui donner des dossiers de candidature, des brochures montrant des pelouses vertes et des bibliothèques et des classeurs remplis d'infos sur des bourses. « Je n'ai pas les moyens », murmure Darius. Elle sourit et répond « Peut-être pas aujourd'hui, mais parfois, quand quelqu'un mérite vraiment une chance, l'argent le trouve. » À l'heure du déjeuner, pendant que les autres élèves mangent un repas chaud, Darius s'assoit avec son éternel sandwich au beurre de cacahuète et fixe les brochures. Université publique, formation de 2 ans, école de commerce. Les chiffres lui donnent le vertige, ils semblent inaccessibles. Même avec une aide financière, il faudrait tout ce que possède Miss Rosa, et bien plus encore, pour rendre ses études possibles. Après l'école, Darius retourne directement au travail. Le cycle se répète. Encore de la vaisselle, encore de la vapeur, encore du savon et de la chaleur au fond du dîner de Murphy. Le public du soir est différent. Des familles qui fêtent un anniversaire ou une petite réussite, des couples qui partagent un dîner en silence, des personnes âgées qui font durer leur repas pour ne pas rentrer chez elles, dans une maison vide. Darius les observe tous et il remarque la femme à la table 3 qui aligne soigneusement ses pièces avant de payer, l'homme d'affaires qui laisse toujours un bon pourboire quand les serveuses ont l'air particulièrement fatiguées. Des gestes de compassion flottent dans le dîner comme des murmures, des moments discrets et doux qui font la différence. Quand Darius rentre chez lui, Miss Rosa est dans son fauteuil inclinable, le bruit doux et régulier de la bouteille d'oxygène à ses côtés. Elle a 73 ans, mais son visage et son corps portent bien plus que son âge. Diabète, arthrite, tension élevée, tout cela laisse des traces. Sa santé décline, mais son cœur reste fort. « Ta journée s'est bien passée, mon chéri ?» demande-t-elle chaque soir comme une horloge. « Elle était bien, mamie », répond-il. « Et la tienne ?»« Mieux maintenant que tu es rentré. » Ils ne parlent jamais des médicaments qu'elle commence à manquer. Ils évitent d'évoquer les rendez-vous médicaux qu'elle annule discrètement. Et les dossiers d'inscription à l'université, pliés au fond du sac de Darius, ils restent un secret. Certains sujets sont trop lourds pour être ouverts sous la lumière douce du soir. Alors, ils s'installent côte à côte et regardent les infos. Des histoires de réussite, de pertes, de crimes, de politique, venues de mondes bien éloignés du leur. Mais ce soir n'est pas comme les autres. Ce soir, Darius va prendre une décision qui changera à jamais le cours de sa vie, sauf qu'il ne le sait pas encore. Ce qu'il ignore aussi, c'est que depuis 3 jours, quelqu'un l'observe. Quelqu'un pose des questions sur ce jeune homme qui aide ses voisins âgés à porter leurs sacs, qui donne des cours à la bibliothèque publique sans rien demander en échange, qui renonce à son ticket de bus pour que Miss Rosa puisse déjeuner. Cette personne se prépare à découvrir de quoi Darius est vraiment fait. La pluie de novembre ne tombe pas doucement dans ce quartier. Elle frappe fort. Ce soir, elle s'abat sur les vitres du dîner de Murphy comme des poings
et le parking extérieur devient un tourbillon d'eau et de reflets. Darius termine de nettoyer sa dernière table de la soirée, le ventre noué par la faim et l'impatience. Il a économisé chaque pièce pour ce moment. Pas de goûter après les cours, pas de boisson à midi. Il a marché jusqu'à l'école et au travail, 3 jours d'affilée. Tout ça pour ce moment. La joie simple et tranquille de s'asseoir dans une cabine, non pas pour travailler, mais pour manger, pour commander quelque chose pour lui. Le burger et les frites posées sur le comptoir ne sont pas juste de la nourriture. Ils représentent bien plus. Ils symbolisent la liberté. Ils symbolisent la dignité. Ils symbolisent son propre choix. Pour une fois, Darius peut choisir son repas, pas juste prendre ce qu'il reste ou ce qui coûte le moins cher. Il tend la main vers son plateau tout excité, mais quelque chose le retient. Dans un coin du dîner, à la table 6, celle qu'on réserve d'habitude pour les anniversaires ou les rendez-vous amoureux, sont assis 2 clients qui n'ont pas l'air à leur place. Un couple âgé, blanc, complètement trempé par la pluie, reste silencieux. Les cheveux argentés de la femme collent à son front, dégoulinant sur un manteau de luxe. Même détrempé, Darius voit bien que ce manteau vaut plus qu'1 mois de salaire. Son mari est assis droit, malgré son âge évident. Son costume sur mesure lui colle maladroitement à la peau, comme du papier mouillé. Ils n'ont pas commandé à manger, juste 2 cafés qu'ils sirotent lentement depuis plus d'1 heure. Derrière le comptoir, Darius regarde la femme ouvrir son sac une nouvelle fois, la 4e. Ses gestes sont plus rapides, plus fébriles. Elle retourne son sac, vidant son contenu sur la table. Des mouchoirs, une paire de lunettes, des pastilles à la menthe, pas de portefeuille, pas d'argent, pas de carte. Elle se penche vers son mari et lui murmure quelque chose, nerveusement. Il tapote toutes ses poches, d'abord celle du manteau, puis du pantalon, puis de nouveau le manteau. Son regard en dit long à Darius, même avant qu'il ne parle. « Je ne comprends pas », dit la femme, cette fois assez fort pour être entendue. « Je l'avais quand nous sommes partis. » « J'en suis certaine. » Son mari fouille encore, plus paniqué. Il sort une montre de poche en or, l'ouvre, la regarde, comme si elle allait lui donner une réponse. Mais rien. Laura, la serveuse du soir, s'approche lentement. Son visage reflète cette expression familière de quelqu'un qui sent venir les ennuis. Elle en a vu d'autres. Des gens polis, bien habillés, pris dans un mauvais moment. Le genre de situation qui touche mais ne règle pas les factures. « Excusez-moi, dit-elle doucement, tenant l'addition comme un objet douloureux. Je ne veux pas vous presser, mais... » Le visage de la femme se fige. « Je suis vraiment désolée, dit-elle, la voix brisée. Nous sommes terriblement embarrassés. Nous avons dû perdre notre portefeuille. Je ne comprends pas comment... Ça ne nous est jamais arrivé. » Alors que le couple tente d'expliquer la situation, Darius écoute attentivement, retenant chaque détail. Leur voiture, une Mercedes, est tombée en panne sur l'autoroute à 3 km d'ici. Sans réseau et sans aide en vue, ils ont marché sous la pluie, espérant appeler leur fils depuis la cabine téléphonique du dîner. Mais la cabine ne fonctionne plus. Réparée à la va-vite avec du ruban adhésif, elle est inutilisable depuis longtemps. L'homme parle avec ce calme que donnent les années passées à diriger, mais il est teinté d'impuissance. « Peut-être pourrions-nous laisser quelque chose en garantie jusqu'à notre retour, dit-il. J'ai ma montre et ma femme a des documents importants. » La voix de Laura est douce mais ferme. « Je suis vraiment désolé. » Mais Mike ne l'autorise pas. C'est la règle, tout simplement. Et puis, Big Mike sort lui-même de la cuisine, les bras croisés, la posture solide. Il n'est pas méchant, juste réaliste. Le dîner de Murphy fonctionne avec des marges très faibles. Il n'y a pas de place pour les repas gratuits, même pas pour un couple âgé pris dans une urgence. S'il veut que l'établissement survive, Mike doit parfois dire non. « Écoutez, j'aimerais vraiment pouvoir aider, dit Mike, sa voix plus douce que son apparence. Mais... Ce n'est pas la peine d'expliquer, répond le vieil homme en se levant et en redressant sa veste trempée. Viens, Carmen, on trouvera une solution. Carmen se lève, elle aussi, serrant contre elle un vieux portefeuille en cuir, comme s'il contenait quelque chose de précieux.
En bougeant, Darius aperçoit un coin des papiers à l'intérieur. Ils ont l'air officiels, des documents, des certificats, et une feuille ornée d'un sceau doré raffiné qui lui paraît étrangement familier. Il ne sait plus exactement où il l'a déjà vu, mais quelque chose le marque. Le couple se dirige lentement vers la sortie. Leur posture reste droite, mais Darius sent le poids de la honte sur leurs épaules. Dehors, la tempête s'intensifie encore. Un éclair illumine le parking, révélant leur Mercedes en panne, tel un navire échoué dans une inondation. « Ils ne peuvent pas sortir dans cet état », murmure Laura en les observant par la fenêtre. Pas à leur âge. Pas dans un temps pareil. Mais Mike a déjà disparu, reparti derrière les portes battantes, retourné à la cuisine et à la lutte quotidienne pour faire tourner le dîner. Darius baisse les yeux vers le plateau toujours posé sur le comptoir. Le burger est chaud, les frites sont dorées et croustillantes. Sa récompense pour 3 jours d'économie et de sacrifice. Et maintenant, il reste là, tandis que 2 inconnus s'apprêtent à affronter l'orage, une situation qui lui semble trop familière. Il les regarde approcher de la porte. Le vieil homme tend la main vers la poignée, prêt à sortir. Carmen s'arrête, tourne la tête et jette un dernier regard vers l'intérieur chaleureux du dîner. Ses yeux cherchent quelque chose, peut-être du réconfort, peut-être de l'espoir. C'est ce moment-là, celui où Darius agit. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tout a mené à cet instant, que depuis 3 jours, chaque événement a été soigneusement orchestré. La voiture sur le parking n'est pas tombée en panne par hasard. Le portefeuille disparu est en réalité caché au fond du manteau de Carmen. La montre de poche ancienne de Giovanni, elle contient une liasse de billets, plus d'argent que Darius n'en a jamais vu. Il va passer un test qui ressemble à une simple occasion d'être gentil. Mais Darius ne pense ni au test ni au piège. Il agit, simplement. Son repas est toujours là, intact, toujours chaud. Il représente chaque privation de la semaine. Mais en voyant Carmen hésiter avant de sortir sous cette pluie, quelque chose bouge en lui. « Laura !» appelle-t-il, traversant déjà la salle. « Attendez une seconde !» Le couple âgé se retourne vers lui. Les yeux de Carmen sont rouges. Peut-être à cause du froid. Peut-être à cause de la honte. Peut-être les deux. Giovanni regarde Darius, ses yeux bleu pâle brillant de quelque chose de perçant, comme s'il voyait Darius vraiment pour la première fois. Darius s'approche, tenant son plateau, le dos droit. « Excusez-moi, dit-il, le cœur battant fort dans sa poitrine. Ce soir, c'est pour moi, annonce Darius, sans hésiter. Un silence s'installe autour de la table. Carmen cligne des yeux, clairement prise de court. « Oh, mon chéri, c'est incroyablement généreux, dit-elle d'une voix douce. Mais nous ne pouvons pas accepter. Vraiment. » Darius pose le plateau sur la table, le burger et les frites juste devant eux, puis s'assoit en face d'eux, comme si c'était sa place. Ma grand-mère dit toujours que la gentillesse est la seule chose qui grandit, plus on la partage. Les yeux de Giovanni restent fixés sur lui. Quelque chose change dans son regard. Un éclair de conscience, peut-être de curiosité ou d'évaluation, mais sa voix reste calme et respectueuse. « Fiston, dit-il, c'est ton dîner. Tu l'as mérité. Tu l'as gagné. Je peux toujours en gagner un autre. » Sans répondre, Darius lève la main pour attirer l'attention de Laura. « Tu peux leur apporter du café bien chaud et voir avec Mike s'ils peuvent utiliser le téléphone de la cuisine pour appeler quelqu'un pour la voiture ?» Laura hoche la tête aussitôt, comprenant parfaitement la situation. « Le garage de Thomas est ouvert tard, dit-elle. Ils font des dépannages d'urgence. » Alors qu'elle s'éloigne rapidement, Darius reporte son attention sur le couple. « Moi, c'est Darius, au fait, » dit-il avec un petit sourire. « Giovanni, » répond l'homme en lui serrant la main fermement, avec plus de force que Darius ne s'y attendait. « Et voici ma femme, Carmen. » Les mains de Carmen tremblent légèrement lorsqu'elle attrape une frite. Darius fait semblant de ne rien voir. « Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner, » murmure-t-elle. « Notre voiture est tombée en panne sur la route 47. On a marché jusqu'ici sous la tempête. On croyait avoir pris le portefeuille, mais... »
Sa voix s'éteint, trop honteuse pour finir. Darius n'hésite pas. Les voitures tombent en panne. Ça arrive à tout le monde. Giovanni continue de l'observer attentivement, ses yeux clairs semblant presque le percer à jour. « Tu travailles ici ?» demande-t-il. « Après les cours et le week-end, » répond Darius. « J'économise pour aller à la fac. »« Qu'est-ce que tu veux étudier ?»« Peut-être gestion des entreprises, » dit Darius après une pause. « Un truc qui pourrait servir à améliorer mon quartier. » Il hausse les épaules, soudain incertain. « Je sais que ça doit sembler idiot. »« Ce n'est pas idiot du tout, » répond Giovanni, sa voix pleine d'expérience et de conviction, étonnamment sûre pour quelqu'un coincé dans un dîner par une tempête. « Parle-moi de ta communauté, » ajoute-t-il. C'est une drôle de question venant d'un voyageur perdu, mais Darius répond quand même. « Le lycée Roosevelt a besoin de nouveaux ordinateurs. » commence-t-il. « Le quartier n'a même pas de clinique. Les gens doivent traverser toute la ville pour voir un médecin. » Il s'arrête, puis reprend. « Il y a aussi ce vieux centre commercial, fermé depuis des années, un énorme espace qui pourrit là, inutilisé. » À ces mots, Giovanni et Carmen échangent un regard discret que Darius ne comprend pas vraiment. Carmen serre encore plus fort contre elle le portefeuille en cuir. Une fois de plus, Darius aperçoit ce sceau doré, élégant, imprimé sur la surface. Quelque chose en lui tressaille, comme s'il l'avait déjà vu, mais le souvenir reste flou. À ce moment-là, Laura revient avec 2 tasses de café bien chaud et une mise à jour. « Thomas est en route, » dit-elle. « Il devrait arriver dans une vingtaine de minutes. »« Merci, » répond Giovanni, puis il se tourne vers Darius. « Tu as dit que tu t'appelais comment déjà ?»« Jiménez, » répond Darius. « Darius Jiménez. » Giovanni sort un élégant porte-cartes en cuir de sa veste. Les coins sont ornés de dorures. Mais au lieu de prendre l'une des cartes impeccables à l'intérieur, il attrape une simple serviette en papier du distributeur et commence à écrire lentement, avec soin. « Darius Jiménez, » dit-il à voix haute, comme s'il pesait chaque syllabe. « Et tu habites où ?» La question semble un peu trop formelle, mais Darius répond sans hésiter. 1427, rue Elm. Carmen se penche et murmure quelque chose à Giovanni, un air d'urgence dans la voix, tout en désignant le portefeuille sur ses genoux. Giovanni hoche la tête et se tourne de nouveau vers Darius, le regard plus grave cette fois. « Mon garçon, dit-il d'une voix soudain plus solennelle, ce que tu as fait ce soir, renoncer à ton propre repas pour 2 inconnus, me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'homme que tu es. » Darius secoue la tête. « Ce n'était qu'un repas. Vous en aviez plus besoin que moi. »« Qu'un repas, » répète Giovanni avec un léger sourire. Mais derrière ce sourire se cache quelque chose de plus profond, quelque chose que Darius ne comprend pas encore. Un regard de connaissance, comme si Giovanni percevait un sens bien plus grand que ce que Darius imagine. Carmen montre-lui. Carmen hésite une seconde, puis ouvre lentement le portefeuille en cuir qu'elle tenait serré. Darius se penche, curieux, et aperçoit plus clairement des documents officiels aux bordures complexes, des certificats avec des sceaux en relief, ce qui semble être des plans à grande échelle. Tous portent ce même emblème doré mystérieux. « Nous ne sommes pas simplement 2 voyageurs pris dans une tempête, » dit Carmen d'une voix douce. « Nous sommes ici pour affaires, des affaires très importantes. » Avant que Darius ne puisse demander de quel genre d'affaires il s'agit, des phares percent les rideaux de pluie dehors. Le camion de dépannage de Thomas entre sur le parking, les pneus fendant les flaques alors qu'il se gare près du diner. Giovanni se lève de la banquette, bien droit. La transformation est immédiate. Sous la lumière crue des néons, l'homme trempé et fatigué d'il y a un instant a disparu. À sa place se tient quelqu'un avec de la prestance, quelqu'un qui a l'habitude de diriger. « Thomas !» appelle-t-il lorsque le mécanicien entre, trempé jusqu'aux os, en retirant sa capuche. « Oui, monsieur. C'est vous, les propriétaires de la Mercedes ?»« C'est bien nous, » répond Giovanni d'un ton rapide et direct. « En combien de temps pouvez-vous la réparer ?» Thomas s'essuie les mains sur un chiffon et jette un œil vers la tempête. « Eh bien, ça dépend du problème. Je devrais peut-être la remorquer jusqu'au garage pour faire quelques tests. »« L'argent n'est pas un problème, »
coupe Giovanni, ferme et catégorique. « Quoi qu'il en coûte », insiste-t-il. Darius cligne des yeux, stupéfait. Il y a à peine une demi-heure, cet homme ne pouvait pas payer 2 cafés. Et maintenant, il affirme tranquillement à un mécanicien que l'argent ne compte pas. Alors qu'ils se préparent à partir, Giovanni s'arrête près de la table de Darius. Ce dernier est encore assis là, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Giovanni pose une main ferme sur son épaule. « Ce que tu nous as donné ce soir vaut bien plus qu'un repas, » dit-il, « et je veux que tu saches, on n'oublie pas ce genre de geste. » Il range soigneusement la serviette en papier avec le nom et l'adresse de Darius dans la poche intérieure de son manteau, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Carmen s'approche à son tour, toujours serrant son portefeuille contre elle. « Darius, » dit-elle, sa voix pleine de chaleur, « ce que tu as fait ce soir, ça signifie bien plus que ce que tu peux imaginer, bien plus que ce que tu pourrais comprendre aujourd'hui. » Darius commence à parler. « Ce n'était que... » « C'était du caractère, » l'interrompt Giovanni. « Du vrai, du généreux, du désintéressé. Le genre de caractère plus rare que le diamant et plus précieux que l'or. » Il se dirige vers la porte, Thomas les suivant. Mais juste avant de sortir, Giovanni jette un dernier regard. La tempête est passée. Les lampadaires brillent sur le bitume mouillé, dessinant les traits de son visage avec netteté. Pendant une seconde, Darius l'observe, et quelque chose s'éclaire. Giovanni lui semble familier. Pas comme quelqu'un qu'il aurait rencontré, mais plutôt comme quelqu'un qu'il aurait vu dans un magazine ou dans un reportage télé, quelqu'un d'important. « Nous reprendrons contact », dit Giovanni, et la manière dont il le dit, ce n'est pas un simple au revoir poli, c'est une promesse. Sur le parking, la Mercedes démarre sans problème, son moteur ronronnant doucement. Darius regarde la voiture élégante s'éloigner, disparaissant dans les rues calmes. Il reste seul dans le dîner, fixant son reflet dans la vitre couverte de pluie. Il sent que quelque chose d'important vient de se produire, quelque chose d'étrange et de profond. Mais il ne sait pas encore ce que cela signifie. Ce que Darius ignore, c'est que Giovanni compose déjà des numéros sur son téléphone. Le premier appel est pour son assistante. « Libère mon agenda demain matin. Je veux tout savoir sur un jeune homme nommé Darius Jiménez. Dossier scolaire, référence, tout. » Le deuxième appel est pour son avocat. « Commence à rédiger les documents dont on a parlé. Je crois qu'on a trouvé notre gars. » Et le troisième appel, il aura lieu demain matin à 9h précise, au directeur du lycée Roosevelt. Mais pour l'instant, au dîner de Murphy, Darius est assis tranquillement dans le restaurant désormais vide. Et d'une certaine façon, renoncer à son repas ne ressemble plus à un sacrifice. Ça ressemble au début de quelque chose de plus grand que lui, quelque chose de plus durable qu'un estomac rempli. L'air semble différent maintenant, comme si tout l'endroit retenait son souffle. Laura s'approche, secouant la tête, les yeux encore écarquillés. « Mon grand, » dit-elle, « je travaille ici depuis 15 ans et je n'ai jamais vu un truc pareil. »« Un truc comme quoi ?» demande Darius, les yeux toujours rivés là où la Mercedes a disparu dans la nuit. « Tu viens de donner ton repas à des parfaits inconnus. »« Ton propre dîner », ajoute Laura doucement, en s'asseyant en face de lui dans la banquette. « Tu as économisé pendant 3 jours juste pour te l'offrir. » Elle le regarde attentivement. La plupart des gens auraient juste détourné les yeux. Mais la plupart des gens n'ont pas été élevés par Miss Rosa Jiménez, ajoute-t-elle en riant doucement. « Ta grand-mère, elle a bien fait les choses. » Elle marque une pause, l'air pensif. « Mais tu ne trouves pas qu'il y avait quelque chose de étrange chez ce couple ?» Avant que Darius ne puisse répondre, Big Mike surgit des portes battantes avec une nouvelle assiette. Un burger bien chaud, des frites croustillantes et une part de tarte aux pommes. Aucun de ces plats ne faisait partie de sa commande d'origine. « Tiens, gamin, » dit Mike en posant le plateau devant lui. « Ce que t'as fait ce soir, il fallait du cran et du vrai cœur. » Darius fixe le plateau stupéfait. Depuis tout le temps qu'il travaille ici, Mike ne lui a jamais offert un repas, pas même une réduction. Mike gère le dîner de Murphy comme une horloge, budget serré, portions précises, chaque dollar compté.
Monsieur Mike, je peux pas accepter ça, dit Darius, hésitant. Ce n'est pas de la charité, répond Mike, d'une voix plus basse, plus posée maintenant. C'est du respect. Ce n'est pas la même chose. Il s'assoit lourdement sur la chaise que Laura vient de quitter. Et t'inquiète pas pour le prix, ajoute-t-il. C'est moi qui régale. Mike s'adosse, croise les bras et observe Darius. Tu sais ce que j'ai vu ce soir? Un jeune homme avec plus de dignité que certains types qui débarquent ici dans des voitures qui valent plus que ma maison. Darius mord dans le burger, la faim prenant le dessus. C'est le premier vrai repas qu'il a aujourd'hui. Il hausse les épaules. Ils avaient l'air gentils. Sans doute juste un mauvais moment à passer. Mike hoche lentement la tête. La malchance, marmonne-t-il. Le truc avec la malchance, c'est qu'elle révèle qui on est vraiment. Parfois, elle fait ressortir le meilleur. Parfois, pas vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demande Darius, levant les yeux. Mike se lève en resserrant son tablier. Rien, gamin. Mange. Ce repas, tu l'as mérité 2 fois ce soir. Alors que Mike retourne en cuisine, Laura se penche vers Darius, baissant la voix. Il a pas tort, tu sais. Tort sur quoi? Sur le fait qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ce couple. Darius fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, pour commencer, dit Laura, Thomas m'a dit que la voiture a démarré tout de suite. Aucun problème moteur. Il a dit qu'elle avait juste besoin d'un coup de jus, comme si la batterie avait été déconnectée exprès. Les yeux de Darius se plissent. C'est étrange. Et puis une autre chose, continue Laura, j'ai vu cet homme sortir un portefeuille quand il a fallu payer Thomas. Un portefeuille épais, bien rempli. Mais ici, quand il fallait payer 2 cafés, ce portefeuille avait disparu. La réalisation tombe sur Darius comme une douche froide. Giovanni avait dit qu'ils avaient perdu leur portefeuille. Mais quand Thomas est arrivé, il a payé sans souci. Comment on perd un portefeuille et on le retrouve comme par magie 20 minutes plus tard? Darius propose une explication. Peut-être qu'il était resté dans la voiture. Laura hausse un sourcil. Peut-être. Mais son ton dit autre chose. Elle n'y croit pas. Quelque chose dans toute cette histoire ne colle pas. En rentrant chez lui, Darius traverse des rues qui reflètent chaque facette de la réalité de la ville. Il passe devant des maisons bien entretenues, avec pelouse taillée et caméras de surveillance. Puis viennent les immeubles bondés où des familles comme la sienne font des miracles avec peu. Il dépasse des terrains vagues et des bâtiments abandonnés, couverts de planches, témoins silencieux de rêves oubliés. Lorsqu'il arrive enfin chez lui, Miss Rosa est dans son fauteuil, son réservoir d'oxygène émettant son léger bourdonnement. La télé est allumée sur les infos de fin de soirée, mais son regard semble ailleurs. « Tu rentres tard, mon chéri. »« Tout va bien ?» demande-t-elle. Darius lui raconte ce qu'il s'est passé avec le couple âgé, s'attendant à ce qu'elle sourie de fierté, comme elle le fait toujours quand il aide quelqu'un. Mais cette fois, sa réaction est différente. Elle écoute attentivement, pose des questions précises. À quoi il ressemblait? Quelle sorte de vêtements? Quelle voiture? Tu as dit que l'homme avait les cheveux argentés et les yeux bleu clair? Oui, mamie. Pourquoi? Elle prend la télécommande et monte le son. Parfois, les anges se présentent sous l'apparence de personnes dans le besoin. Ils sont là pour voir si notre cœur est à la bonne place. C'était pas des anges, mamie, juste des gens qui ont passé une mauvaise soirée. Elle pose une main sur la sienne. Sa peau est douce, fragile. Garde ton grand cœur, Darius. Il t'emmènera là où tu n'as jamais imaginé aller. Où ça? Là où les bonnes âmes sont censées aller. Plus tard dans la nuit, allongé dans son petit lit, Darius repasse chaque moment dans sa tête. Le regard perçant de Giovanni, le mystérieux portefeuille en cuir de Carmen. Comment Giovanni avait changé dès que Thomas était arrivé. Le porte-cartes qu'il n'a jamais ouvert. La serviette avec son nom, rangée comme un trésor. Son téléphone s'allume, un message de Lorenzo. « J'ai entendu dire que t'as payé le dîner de 2 vieux au Murphy's. Mec, tu vas finir fauché à force de vouloir sauver le monde. » Darius sourit dans le noir. Peut-être que Lorenzo a raison, peut-être qu'être gentil est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Mais ce soir, voir 2 inconnus passer de la gêne à la gratitude,
Ça valait bien plus que n'importe quel dîner. Ce que Darius ignore, c'est qu'à quelques rues de là, dans la suite Penthouse de l'hôtel Grandview, Giovanni et Carmen Navarro étudient un dossier épais portant son nom en couverture. À l'intérieur, il y a ses bulletins scolaires, des lettres de professeurs et de voisins, ainsi qu'un rapport sur sa famille, compilé en seulement 3 jours. « Dossier parfait », murmure Carmen en parcourant les pages du regard. « Même mieux que parfait », répond Giovanni en prenant des notes dans la marge. Il n'a pas juste atteint la barre, il l'a dépassée. Demain matin, ils passeront un appel qui changera tout. Le lendemain apporte plus de questions que de réponses. Darius arrive au dîner de Murphy et trouve Laura tout excitée. Ce couple d'hier soir, Thomas m'a raconté un truc de fou. Quand il est arrivé à leur voiture, il y avait déjà un chauffeur qui les attendait. « Comment ça ?» demande Darius. « Un gars en costume noir, super classe. Thomas a entendu le vieux parler de protocole de la fondation et de évaluation du candidat. Qui, coincé sur la route, parle comme ça ?» Ces mots résonnent étrangement en Darius. Protocole de la fondation, évaluation du candidat. Plus tard dans la matinée, pendant le premier cours, Madame Bernardi le prend à part. « Darius, j'ai reçu un appel très intéressant ce matin. Quelqu'un m'a posé des questions sur toi, tes notes, ton comportement, tes projets d'études. » Elle marque une pause, observant sa réaction. Il savait déjà beaucoup de choses. Ta moyenne, ton job à mi-temps, même que tu aides Madame Carter à porter ses courses tous les mardis. Sa voix baisse d'un ton. Il ne voulait pas savoir si tu es intelligent. Il voulait savoir si tu es bon. À midi, Lorenzo le retrouve à la bibliothèque. Il pousse son téléphone de l'autre côté de la table. « Yo, D, tu dois lire ça. » C'est un article de presse. Le titre dit « La Fondation Navarro annonce une visite surprise dans la région ». Darius commence à lire. La Fondation Navarro, évaluée à 200 millions, effectue des évaluations communautaires pour un nouveau grand programme. Le PDG se rend personnellement dans les lieux sélectionnés. Mais Darius s'arrête net. Ses yeux se figent sur le logo de la fondation. Un symbole doré, élégant. Le même que celui qu'il a vu la veille dans le portefeuille de Carmen. « Lorenzo, dit-il lentement, à quoi ressemble leur PDG ?»« J'en sais rien, répond Lorenzo. L'article dit qu'il évite les caméras. Il est super discret. » Lorenzo lui lance un regard intrigué. « Pourquoi ?» Darius commence à répondre, mais il est interrompu par le haut-parleur du lycée Roosevelt qui grésille dans les couloirs. « Darius Jiménez, veuillez vous présenter immédiatement au bureau du principal. » En toutes ces années à Roosevelt, jamais Darius n'a été convoqué par le principal. C'est la première fois. En traversant les couloirs, tous les regards se tournent vers lui. Certains élèves chuchotent, des profs s'interrompent pour l'observer. En arrivant au secrétariat, Darius aperçoit le directeur Ortega à travers la vitre, assis en face de 2 personnes qu'il ne connaît pas. Un couple âgé, blanc, vêtu de vêtements luxueux, Giovanni et Carmen. Mais ils n'ont plus rien des voyageurs fatigués de la veille. Giovanni est assis droit, imposant. Le manteau de Carmen est impeccable, sans une ride. Sur le bureau du principal se trouvent plusieurs documents officiels, chacun marqué du même sceau doré que celui de l'article. Ses jambes deviennent molles lorsque la secrétaire ouvre la porte et dit « Monsieur Jiménez, ils vous attendent ». Dès qu'il entre dans le bureau, tout semble irréel. Giovanni se lève pour l'accueillir. Pas le vieux monsieur doux du dîner, mais un homme clairement puissant. Son costume est impeccable. Ses yeux bleus glacés sont perçants, concentrés, le genre de regard qu'on voit chez ceux qui prennent de grandes décisions financières. « Heureux de te revoir, mon garçon », dit Giovanni. Darius avale difficilement. « Vous êtes Giovanni Navarro ?»« C'est moi », confirme-t-il avec un sourire calme, à la fois bienveillant et calculé. « Et hier soir, tu as payé le dîner de l'un des philanthropes les plus influents de l'État. La vraie question est « Pourquoi ?» La pièce semble basculer. Darius s'agrippe au dossier d'une chaise pour ne pas perdre l'équilibre. « J'ai vu que vous aviez besoin d'aide. C'est tout. Je me fichais de savoir qui vous étiez. »« Exactement, » dit enfin Carmen d'un ton ferme. Sa voix est celle de quelqu'un habitué à diriger des réunions et à gérer des décisions à plusieurs millions.
Giovanni, montre-lui. Le principal Ortega, resté silencieux jusqu'à présent, fait glisser un grand dossier sur le bureau. La photo de Darius est accrochée sur la couverture, son nom écrit en gros caractères « Darius Jiménez, évaluation du candidat ». « Nous apprenons à te connaître depuis 3 jours », explique Giovanni en ouvrant le dossier, révélant page après page d'informations détaillées. Résultats scolaires, témoignages de son manager Big Mike, notes manuscrites de ses professeurs et même des photos de Darius portant les sacs de ses voisins âgés. Darius reste bouche bée. « Vous m'avez espionné ? Nous t'avons évalué », corrige doucement Carmen. La Fondation Navarro s'apprête à lancer un projet immense, un plan complet de transformation communautaire. Pour que ça fonctionne, nous avons besoin de quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est que de lutter, tout en gardant espoir. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Giovanni feuillette à nouveau le dossier. « Tu gardes une moyenne parfaite tout en travaillant 20 heures par semaine. Tes professeurs disent que tu es réfléchi, responsable et bienveillant. Ton patron t'appelle le travailleur le plus fiable qu'il ait jamais eu. » Carmen lit un autre passage. « Madame Carter dit que tu l'aides chaque semaine avec l'inventaire de son magasin. Madame Williams dit que tu déblayes ses marches chaque hiver et que tu refuses d'être payé. La bibliothécaire note que tu fais du tutorat pendant la pause déjeuner, sans qu'on te le demande. » Darius a l'impression d'assister à l'histoire de quelqu'un d'autre. Rien de tout cela ne lui semble réel. « Je comprends pas, cette nuit-là au dîner, c'était un test ?» Giovanni referme doucement le dossier et le regarde droit dans les yeux. Ce n'était pas un hasard. Nous étions en ville pour poser des questions, observer. Ton nom est revenu encore et encore. Donc, la panne de voiture, c'était pas vrai? Non, dit simplement Giovanni. Il nous fallait une situation où tu pouvais soit agir avec compassion, soit détourner le regard. Une situation qui te coûte quelque chose. Et le portefeuille. Carmen tapote la poche de son manteau. Il n'a jamais été perdu. Je l'ai eu sur moi tout le temps. Darius ressent une pointe de trahison. Vous m'avez menti. Nous avons créé une situation, répond calmement Giovanni. C'est différent. Ce que nous voulions voir, c'était le vrai toi. Comment tu agis quand tu n'as rien à y gagner, quand personne ne regarde. Le principal Ortega se penche en avant, la voix douce. Darius, ils sont ici pour t'offrir quelque chose qui pourrait changer ta vie. Quel genre d'offre ? Demande Darius à voix basse, incertain d'être prêt à entendre la réponse. Carmen ouvre le même portefeuille en cuir qu'elle tenait serré la veille. À l'intérieur se trouvent des documents qui lui coupent immédiatement le souffle. Logo d'université, lettres officielles, formulaires financiers avec des montants qu'il n'aurait jamais imaginés. On t'offre une bourse complète, commence Giovanni. Tu peux choisir n'importe quelle université accréditée du pays. Nous payons tous les frais de scolarité, le logement, les repas, les livres et même tes dépenses quotidiennes. Pendant les 4 années. Et pendant les vacances d'été et les congés scolaires, ajoute Carmen, tu travailleras avec notre fondation. Tu apprendras comment fonctionnent les associations, comment on reconstruit une communauté et ce que signifie réellement le changement social. Et après ton diplôme, reprend Giovanni avec un sourire, tu reviendras ici, en tant que directeur adjoint de notre tout nouveau centre de développement communautaire. Tu seras formé avec notre équipe pendant 2 ans, précise Giovanni, et si on sent tous les deux que c'est la bonne voie, tu en deviendras le directeur. Darius regarde autour de lui, à moitié convaincu qu'il est en train de rêver. Vous voulez que je dirige un centre communautaire ? Pas juste le diriger, répond Carmen. Nous voulons que tu nous aides à le construire. Giovanni déroule un grand plan architectural sur le bureau du principal, des images d'un magnifique centre moderne digne d'un magazine. Carmen montre l'inscription imprimée en haut du plan. On peut y lire « Centre de développement communautaire Darius Jiménez ». « Vous lui donnez mon nom ?» demande Darius dans un souffle. Giovanni hoche la tête. « Nous voulons que tu sois la première personne à le diriger. Ce projet représente un investissement de 25 millions de dollars dans ce quartier.
Mais on ne vient pas juste distribuer de l'argent et partir, ajoute Carmen. Nous créons des partenariats à long terme avec des leaders locaux qui croient en ce que nous faisons. Les chiffres donnent le vertige. 25 millions de dollars, plus que la richesse cumulée de tous les habitants de la rue Elm. Plus d'argent que Darius n'aurait jamais cru réel. C'est le genre de montant qu'il n'entendait que dans des publicités de loterie ou dans des films. « Pourquoi moi ?» demande-t-il, même si la réponse commence déjà à prendre forme dans son esprit. « Parce que le vrai changement ne peut pas venir de l'extérieur, répond Carmen. On peut construire des infrastructures, financer des programmes, embaucher des équipes. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui aime encore cet endroit, malgré toutes ses difficultés. » Giovanni approuve. Il nous faut quelqu'un qui voit du potentiel là où d'autres ne voient que de la pauvreté. Quelqu'un qui donne ses derniers dollars sans rien attendre en retour, juste parce que c'est la bonne chose à faire. Le principal Ortega intervient. « Darius, je travaille dans l'éducation depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Jamais. » Et pourtant, Darius ne peut ignorer cette part de lui qui reste troublée. Donc tout ça, la voiture, l'histoire, votre comportement, c'était faux? Le test était réel, dit Giovanni fermement. Tes choix étaient réels. Ton cœur, ton caractère, c'est ça qui comptait. C'est ce que nous avions besoin de voir. Nous avons financé des centaines de centres, ajoute Carmen, mais jamais nous n'avons fait une offre complète comme celle-ci à quelqu'un de ton âge. Si tu acceptes, tu deviendras la plus jeune personne à diriger l'un de nos projets. Giovanni sort une carte de sa veste. Cette fois, ce n'est pas un simple papier mince. Elle est épaisse, avec un logo doré en relief. Prends quelques semaines pour y réfléchir. Va visiter nos autres centres. Parle aux gens avec qui nous avons travaillé. Assure-toi que ça correspond vraiment à l'avenir que tu veux. En tendant la carte à Darius, son ton devient plus doux. Et peu importe ce que tu décideras à propos du centre, tes études sont couvertes. Ce que tu as fait hier soir, donné alors que tu n'avais presque rien, mérite d'être honoré. Darius regarde la carte, puis les documents, les plans, et cet avenir incroyable qui s'ouvre devant lui. « Il y a juste une chose, » dit Carmen plus sérieuse. « Tu ne peux pas dire oui pour la gloire ou l'argent. Il faut que ça vienne d'un vrai endroit en toi. Tu dois vouloir servir ta communauté. Vraiment, c'est la seule façon pour que ça fonctionne. » Juste derrière la porte, les élèves changent de salle, rient, bavardent, inconscients que dans ce bureau, la vie de Darius est en train d'être réécrite. Mais la plus grande surprise n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas seulement son avenir qui est en jeu, c'est celui de chaque personne qui l'a aidé, chaque voisin pour qui il s'est soucié, chaque fois où il a choisi la gentillesse, alors qu'il aurait été plus facile de détourner le regard. Il s'agit de prouver que parfois, oui, être une bonne personne peut vraiment conduire à quelque chose de plus grand. Il regarde à nouveau les plans étalés sur le bureau, des dessins qui semblent venir d'un autre monde. Un monde où les rêves ne flottent pas dans les airs, ils se construisent. Un monde où l'espoir se dessine avec des mesures et des échéances. Giovanni trace doucement une ligne sur le plan. Le centre de développement communautaire Darius Jiménez sera construit à l'emplacement de l'ancien centre commercial Riverside. Nous avons déjà acheté le terrain. Darius cligne des yeux sous le choc. Ce centre commercial, il est abandonné depuis des années. C'est l'endroit parfait, dit Carmen en ouvrant un autre dossier. Accès facile au transport en commun, beaucoup d'espace, tout ce qu'il faut pour réussir. Il fixe les plans et il lui coupe le souffle. Une clinique médicale moderne avec salle d'examen et pharmacie. Des laboratoires informatiques équipés de technologies récentes. Des salles de formation avec du matériel pour la mécanique auto, la cuisine et bien plus. Une vraie bibliothèque avec des coins calmes pour étudier et des salles pour les réunions de quartier. Même une cuisine professionnelle pour préparer les repas et enseigner la cuisine. Ce niveau-ci, dit Giovanni en pointant le rez-de-chaussée, sera consacré à la santé.
Il y aura une clinique complète pour les soins médicaux et dentaires, avec du personnel qualifié mais à des tarifs abordables pour tous. On proposera des bilans réguliers, des soins pour maladies chroniques et des programmes de prévention. Carmen poursuit, montrant le deuxième étage. Ici, on proposera des cours d'éducation et de formation, préparation au diplôme, compétences informatiques, certification professionnelle, tout ce qui aide les gens à trouver un emploi stable. Darius se penche sur les plans, submergé. C'est tout ce qui a manqué à notre quartier. Pendant des années. Exactement, dit Giovanni, les yeux brillants de détermination. Mais ce qui rend ce projet différent des œuvres de charité habituelles, c'est une chose essentielle. Il ne s'agit pas d'étrangers venus réparer un endroit en difficulté. Il s'agit de construire ensemble. Nous apportons les financements et la structure, dit Carmen. Et toi, tu apportes la vision, le lien et le leadership venus de l'intérieur. Le principal Ortega se penche en avant. Darius, l'impact économique de ce projet pourrait tout changer ici. Pense-y, des emplois dans la construction, des postes permanents, des valeurs immobilières qui remontent, de nouvelles entreprises qui s'installent. Carmen ouvre à nouveau son portefeuille en cuir, en sortant des documents remplis de chiffres qui donnent le vertige à Darius. On parle d'environ 15 millions de dollars pour construire le centre, plus 10 millions supplémentaires placés dans un fonds pour assurer son fonctionnement à long terme. Mais la vraie valeur, ajoute Giovanni, ce n'est pas l'argent, c'est ce que le centre fera une fois ouvert. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Demande Darius. Giovanni pousse une autre page sur le bureau. Même en restant prudent, on estime que ce lieu aidera plus de 3000 personnes chaque année. Consultations médicales, programmes éducatifs, formations professionnelles, événements communautaires. Presque chaque famille du quartier en ressentira l'impact. Les chiffres sont immenses. Mais ce qui bouleverse vraiment Darius, c'est de voir des données concrètes sur son quartier, des problèmes qu'il connaît trop bien, imprimés noir sur blanc dans des rapports officiels, accompagnés de solutions claires et réfléchies. Le laboratoire informatique du lycée Roosevelt n'a pas reçu de nouveau matériel depuis 8 ans, lit Carmen à voix haute. Et 41% des adultes dans ce code postal n'ont pas les compétences informatiques de base. La clinique la plus proche est à 20 km, ce qui rend les soins quasi impossibles pour les personnes âgées et les familles sans voiture. On le sait, dit Giovanni, parce qu'on a passé 6 mois à tout étudier avant même de mettre les pieds dans le dîner de Murphy. Il tourne une autre page, remplie de transcriptions d'entretien. Darius la parcourt et reconnaît les noms, ses voisins, ses professeurs, des commerçants, page après page, des gens décrivant le même jeune homme. « Il parle du garçon qui porte les sacs de course sans qu'on lui demande, » dit Carmen, « qui aide les enfants à réviser après l'école, qui prend la parole lors des réunions de quartier et traite chaque personne avec dignité, peu importe son origine. » Tu es déjà un leader ici, dit Giovanni. Nous faisons que te donner les outils pour étendre ton impact. Darius tombe sur une page avec les salaires proposés et manque de tomber de sa chaise. C'est plus d'argent que Miss Rosa n'en a jamais vu. Assez pour lui offrir enfin les soins médicaux dont elle a besoin. Assez pour réparer leur maison. Ce n'est pas juste une offre d'emploi, c'est un bouleversement de vie. Mais il y a quelque chose d'important, dit Carmen, avec un ton plus ferme. Tu ne peux pas faire ça pour le salaire ou le titre. Si ça devient une question d'intérêt personnel, tout s'effondre. Comment pouvez-vous être sûr que je ne vais pas changer ? Demande Darius, presque dans un souffle. Que je ne vais pas perdre de vue ce qui compte. Giovanni sourit doucement. Parce qu'hier encore, tu as donné ton dîner à des inconnus. Pas parce que tu y étais obligé, ni parce que quelqu'un te regardait, mais parce que tu en avais envie. Ce genre de cœur ne disparaît pas avec le succès. Le vrai caractère se renforce quand on lui donne des moyens, ajoute Carmen. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Le principal Ortega reprend la parole. Darius, je t'observe depuis 4 ans. Que tu laves la vaisselle ou que tu aides un élève à comprendre les maths, que tu aies de l'argent ou non, tu restes le même, toujours gentil, toujours présent. Giovanni sort une épaisse liasse de documents de sa mallette et la pose sur la table.
Voici ce que nous proposons dans les moindres détails. Une bourse complète pour n'importe quelle université accréditée du pays. Tu choisis l'école, tu choisis ta filière. Carmen enchaîne. Pendant les vacances d'été, tu feras des stages dans nos centres à Chicago, Atlanta et Denver. Tu apprendras tout, rédiger des demandes de subventions, organiser des campagnes de sensibilisation, concevoir des programmes, gérer un budget. Giovanni poursuit. Et après tes études, tu reviens ici comme directeur adjoint pendant 2 ans. Puis, si on est tous d'accord, tu prends la direction complète du centre. Le contrat détaille tout. Ce n'est plus un rêve, c'est un plan. Salaire de départ comme directeur adjoint, 65 000 $ par an, lit Giovanni. En tant que directeur, 90 000 $, avec prime possible, couverture santé complète, épargne retraite et budget pour la formation continue. On veut aussi créer un conseil consultatif local, ajoute Carmen, c'est-à-dire des résidents du quartier qui participent aux décisions, pour que le centre reste centré sur les vrais besoins de la communauté. Il ne s'agit pas de donner des ordres depuis le haut, dit Giovanni. Il s'agit d'utiliser les voix locales et leur savoir, soutenus par de vrais moyens. Darius pense à Miss Rosa et à ses soins médicaux, au laboratoire dépassé de son école, aux boutiques délabrées et aux bâtiments oubliés de la rue Elm qui pourraient un jour devenir des lieux de croissance et d'espoir. « Et si je ne suis pas prêt ?» demande-t-il à peine audiblement. « Et si je rate tout ?» Carmen n'hésite pas. « Alors tu auras essayé d'améliorer ta communauté. Ce n'est pas un échec, Darius, c'est du courage. » Giovanni s'adosse, la voix calme et posée. « Cela fait 20 ans que nous faisons ça. Des centaines de projets financés. Nous savons reconnaître la différence entre quelqu'un avec du potentiel et quelqu'un qui est déjà un leader. Toi, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Tu vois ce qu'elles pourraient devenir. Et, ajoute Carmen avec un sourire chaleureux, tu ne feras rien de tout cela tout seul. Tu auras tout le soutien d'une fondation de 200 millions de $ derrière toi. » Darius regarde les plans, les documents et cette opportunité incroyable posée devant lui. Tout ce qu'il a toujours souhaité pour son quartier, désormais imprimé en lignes architecturales et soutenu par des ressources qu'il n'aurait jamais cru accessibles. « Prends ton temps, » dit Giovanni doucement. « Va voir nos autres centres. Parle aux directeurs qui ont commencé exactement comme toi. Assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux. » Mais au fond de lui, Darius connaît déjà sa réponse. La vraie question n'est pas s'il veut ce futur, c'est s'il trouvera le courage de croire qu'il en est digne. 1 an et demi plus tard, la transformation est tout simplement incroyable. Là où se dressait autrefois le centre commercial délabré de Riverside, s'élève désormais un bâtiment éclatant de modernité. Le centre de développement communautaire, Darius Jiménez, se tient fièrement, ses parois vitrées captant la lumière du matin comme une promesse. Son design moderne s'intègre parfaitement au quartier environnant et partout où l'on regarde, les gens bougent avec énergie et détermination. Darius, désormais âgé de 20 ans et étudiant en 2e année de leadership associatif à l'Université d'État, est revenu pendant les vacances d'hiver pour superviser les préparatifs de l'inauguration officielle du centre. Il se tient plus droit, avec une confiance calme dans sa démarche. Mais la chaleur dans son regard, cette compassion discrète, est toujours la même, celle qui avait attiré l'attention de Giovanni dès le début. L'aile médicale a ouvert ses portes il y a 6 mois, changeant des vies dès le premier jour. La Dre Clara Ortega a déjà pris en charge plus de 800 patients. Parmi eux, Miss Rosa. Son diabète est désormais contrôlé, son arthrite soulagée par une thérapie régulière. Son réservoir d'oxygène, elle n'en a plus besoin. Assise sur leur Porsche fraîchement réparé, Miss Rosa sourit. Bébé, regarde cette enseigne là-haut. Une grande bannière s'étend au-dessus de la rue. Centre de développement communautaire Darius Jiménez. Transformer des vies ensemble. J'ai encore du mal à croire que ça porte mon nom, murmure Darius. C'est bien le tien, mon chéri, répond-elle. C'est le nom de l'homme que tu es devenu le jour où tu as choisi la bonté au lieu de la facilité. À l'intérieur,
le laboratoire informatique bourdonne d'activité. 30 adultes apprennent des compétences concrètes qui mènent à de vraies carrières. Madame Carter découvre un talent pour la gestion de stocks numériques. La mère de Lorenzo s'inscrit à des cours de design graphique et décroche son premier client en à peine 2 mois. Les programmes de formation professionnelle dépassent toutes les attentes. Mécanique automobile, cuisine, assistance en santé, chacun menant à des certifications recherchées par les entreprises locales. Les résultats scolaires du lycée Roosevelt ont augmenté de 22% en 1 an. Les élèves ont désormais accès à des ordinateurs récents, des espaces calmes pour étudier et du tutorat assuré par des étudiants de leur propre quartier. La cuisine du centre, conçue pour la formation, a pris vie. Big Mike a développé son service traiteur et embauché 6 nouveaux employés, tous diplômés du programme. Laura a ouvert un petit café chaleureux à l'intérieur du centre où elle sert du café et de l'espoir. Les médias ont remarqué. La chaîne 7 a diffusé un reportage intitulé « L'effet Darius », montrant comment un seul centre a déclenché un élan de changement dans toute la communauté. Sur la rue Elm, des maisons autrefois abandonnées sont restaurées par des résidents formés dans le programme de construction du centre. La valeur des biens monte, les familles reviennent. Le gouverneur assiste à l'inauguration. La Fondation Navarro annonce fièrement que le modèle sera étendu à 5 autres communautés. Mais les changements les plus significatifs restent discrets. Les personnes âgées bénéficient désormais de bilans de santé réguliers. Les adolescents se retrouvent pour des séances de tutorat au lieu de traîner dans la rue. Les petites entreprises fleurissent, créant des emplois stables pour ceux qui avaient presque perdu espoir. La criminalité baisse de 18% la première année, non pas grâce à plus de policiers, mais parce que les gens ont enfin quelque chose à construire, un endroit où ils se sentent à leur place. Giovanni et Carmen sont présents à chaque événement majeur, mais toujours en retrait, laissant la lumière briller là où elle doit être, sur Darius et sur les gens avec qui il a grandi. Lors de son discours à l'inauguration, Darius les remercie, mais rend surtout hommage à ceux qui l'ont formé. Ce centre existe parce que Madame Bernardi n'a jamais cessé de croire en ses élèves, parce que Big Mike a montré de la gentillesse à un gamin qui lavait la vaisselle, parce que Miss Rosa m'a appris que la générosité grandit quand on la transmet. Les applaudissements résonnent contre les grandes vitres, mais Darius remarque Giovanni, discrètement, en train d'essuyer une larme. Une journaliste s'approche ensuite. « Quelle est la prochaine étape pour le centre ?» demande-t-elle. « La pérennité », répond Darius d'une voix posée. « Il ne s'agit pas seulement de fournir des services. Il s'agit d'apprendre aux gens à se soutenir les uns les autres. Dans 5 ans, ils n'auront plus besoin de nous. » La journaliste hausse un sourcil. Ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude de la part d'un directeur d'association. Darius hoche la tête, parce que le but n'a jamais été de rendre les gens dépendants. Le but, c'est de les aider à construire quelque chose de durable. C'est ça, la différence. 6 mois plus tard, cette différence est limpide. Les programmes du centre ont permis de créer 43 emplois, d'aider à lancer 12 nouvelles entreprises et de placer 67 personnes dans des emplois à temps plein en dehors du quartier. Mais au-delà de ces chiffres, l'impact le plus important remonte à un seul moment, un seul élan de générosité, une décision désintéressée, un acte de bonté qui s'est répandu et agrandi jusqu'à en toucher des milliers. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer ensuite, lorsque Darius a été confronté à son premier véritable défi en tant que leader. Ce qu'il a démontré ce jour-là est puissant. Le caractère d'une personne sous pression ressemble exactement à celui qu'elle avait dans la pauvreté. 2 années ont passé. Darius, désormais âgé de 22 ans, est officiellement le directeur du centre communautaire. Il est assis dans son bureau, triant les candidatures pour un nouveau programme de bourse lancé par la Fondation. Dehors, des enfants rient et se poursuivent sur le terrain de jeu pendant que leurs parents suivent des cours d'équivalence scolaire à l'intérieur.
Les murs autour de lui racontent une histoire forte. Des photos encadrées de la construction du centre, le premier groupe d'étudiants en cuisine avec leur toque de remise de diplôme. Miss Rosa, souriante, lors de l'inauguration de l'extension de la clinique. Un cliché de Giovanni et Carmen lors du récent dîner en l'honneur de la communauté. Un léger coup à la porte interrompt ses pensées. C'est Laura, du dîner de Murphy, debout dans l'embrasure, un peu nerveuse mais déterminée. « Darius, désolé de te déranger, dit-elle. Il y a une famille au dîner. Leur voiture est tombée en panne et ils n'ont pas pu payer leur repas. Je me suis souvenu de ce que tu avais fait la dernière fois et je me suis dit que peut-être... » Darius ferme son ordinateur portable et sourit. « Bien sûr, j'arrive tout de suite. » Le diner de Murphy est resté le même. Lumière vive, banquette usée, odeur persistante de café. Mais cette fois, la banquette du fond n'abrite pas un couple de milliardaires déguisés. C'est une jeune famille hispanique. Un homme et une femme assis l'un contre l'autre avec 2 petits-enfants. Ils parlent à voix basse, l'inquiétude se lit sur leur visage. La femme essaie de s'excuser dans un anglais hésitant. Son mari compte les pièces dans sa main, à peine de quoi acheter un encas, encore moins un repas. Leurs vêtements sont marqués par le voyage. Dans leurs yeux, ce même mélange de fierté et de peur que Darius connaissait si bien autrefois. « Bonsoir », dit Darius avec bienveillance, en s'approchant de leur table avec 2 plats chauds. « Le dîner est pour moi ce soir. » Pendant qu'il mange, il écoute. Ils s'appellent Miguel et Sylvia. Ils se dirigent vers le nord à la recherche d'opportunités dans le bâtiment promise par le cousin de Sylvia. Mais leur voiture est tombée en panne sur l'autoroute et la plupart de leurs économies sont parties dans le remorquage. Ils ont des compétences, Miguel dans la construction, Sylvia dans la garde d'enfants, mais aucun contact, aucune référence locale, aucun moyen concret de prouver ce qu'ils savent faire. « Vous savez, » dit Darius en réfléchissant, « on cherche toujours de bonnes personnes au centre. Je ne peux rien promettre tout de suite, mais peut-être qu'on peut vous aider à démarrer. » Il sort sa carte de visite, simple, propre, avec l'emblème doré du centre dans un coin. Au dos, il écrit leurs prénoms avec soin, comme Giovanni l'avait fait autrefois pour lui. « Miguel et Sylvia Santos », répète Darius en souriant. « Et votre numéro ?» 2 heures plus tard, Miguel est au centre, découvrant les formations proposées dans le programme de construction. Rosa est déjà en train de parler avec l'équipe des services familiaux à propos d'un éventuel poste en garde d'enfants. Leurs enfants rient, courant avec de nouveaux amis dans l'espace jeunesse. Ce soir-là, Darius reçoit un appel. C'est Giovanni qui prend des nouvelles du centre. « Alors, comment ça se passe, directeur Jiménez ?» Darius regarde l'activité qui l'entoure dans le bâtiment. Miguel aide ses camarades avec des circuits électriques. Sylvia range du matériel artistique pour les enfants. « Ça se passe très bien, » répond Darius. « Je crois que je commence enfin à comprendre ce que tu m'as dit il y a quelque temps. »« Ah oui? Quoi donc? » ?»« Que la gentillesse est le seul investissement qui rapporte toujours. » Giovanni rit doucement. « Et ton taux de rendement, il est comment ces jours-ci » Darius jette un œil vers la clinique où Miss Rosa est désormais bénévole. Il pense à la lettre de bourse de Lorenzo, aux 43 emplois créés, aux 12 entreprises lancées, aux milliers de personnes qui franchissent les portes du centre chaque année. « Impossible à mesurer, » dit Darius en souriant. « C'est au-delà des chiffres. » Plus tard ce soir-là, Darius rentre chez lui, passant devant le bâtiment illuminé qui porte son nom. Il comprend maintenant quelque chose d'encore plus profond. Le changement ne vient pas d'un seul coup, ce n'est pas une destination finale, c'est une décision quotidienne, un choix de faire preuve de bonté même à travers les plus petits gestes. Aujourd'hui, le Centre de développement communautaire Darius Jiménez soutient plus de 4000 personnes par an. Preuve que lorsque la gentillesse rencontre l'opportunité, des quartiers entiers peuvent s'élever. Mais cette histoire, elle n'est pas unique. Elle se répète dans des villes et villages partout dans le pays, portée par des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des gens comme Darius. Peut-être qu'en ce moment, quelqu'un dans votre propre communauté fait une différence en silence. Il travaille après l'école, aide des voisins âgés, croit en des rêves que personne d'autre ne voit.
Il n'attend ni titre ni autorisation. Il est déjà en train de changer le monde, une bonne action à la fois. Alors posez-vous cette question. Et si votre gentillesse pouvait ouvrir l'avenir de quelqu'un d'autre? Et si la générosité d'un inconnu pouvait réécrire votre propre histoire? Voici ce que vous pouvez faire. Pensez à une personne qui vous a montré de la gentillesse alors que vous ne vous y attendiez pas. Partagez son histoire en commentaire. Rappelons-nous les uns aux autres. Le changement ne commence pas par de grands gestes. Il commence par le fait de voir l'être humain derrière les difficultés. Si vous croyez que la gentillesse a encore de l'importance, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies, de personnes comme vous, qui transforment le monde, non pas avec du pouvoir, mais avec de la compassion. Parce que quelque part ce soir, quelqu'un choisit l'empathie plutôt que l'indifférence et change le monde, un cœur à la fois.